arrête de dire... Bonjour à tous, nous voici de retour donc sur le MEDAGRI au Parc des Expositions d'Avignon pour cette deuxième journée. Et nous allons commencer cette série d'invités avec un sujet très dans l'air du temps, la méthanisation, avec un grand projet qui est en train de se déployer sur tout le territoire régional. Et pour en parler, j'accueille Bernard Vigne, qui est donc coordinateur du pôle économie circulaire et déchets de l'ADEME, Vincent Risse, qui est lui chef de projet biométhane chez ou pour GRDF, et Gérard Gazeau, qui représente le monde agricole puisqu'il est chargé de mission environnement et énergie à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Alors, ce grand projet qui rassemble un certain nombre de partenaires, puisqu'on a la Chambre régionale d'agriculture, le Conseil régional, l'ADEME, l'ADREAL, le GRS, GRDF et GRT Gaz. Alors Vincent, vous pouvez prendre votre micro pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce grand projet de méthanisation. Alors tout simplement, on a créé très récemment Métasynergie. C'est d'ailleurs le premier salon que nous faisons. Et Métasynergie, c'est l'association des institutionnels de la méthanisation en région PACA. Et notre rôle, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans leur projet de méthanisation. Et c'est aussi de faire envie aux exploitants agricoles de se lancer dans l'aventure de la méthanisation. Donc on a créé une association, on a créé aussi une plaquette et on va aller au devant des agriculteurs pour leur faire envie de se lancer dans l'aventure. Vous allez donc porter la bonne parole sur l'ensemble du territoire. Et alors, cette parole est-elle vraiment bonne? On va en parler avec Bernard Vigne de l'ADEME. Vous pouvez nous présenter un petit peu de manière globale, je dirais, ce qu'est la méthanisation, comment ça fonctionne? Est-ce que ça existe ailleurs en France ou ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on a déjà un retour d'expérience sur ces sujets-là? Oui, alors la méthanisation, ce n'est pas quelque chose de très nouveau au niveau, j'allais dire, de la réalisation, puisque c'est une action des micro-organismes en milieu en absence d'oxygène et on produit donc à partir de déchets fermentescibles du méthane. Donc l'idée, c'est effectivement d'utiliser tout ce qui peut être déchets fermentescibles, que ce soit déchets de l'agriculture, fruits, légumes, ou même biodéchets au sens plus général, résidus alimentaires, effluents sucrés, pour pouvoir retirer une énergie donc, qui va être un biogaz, qui est un mélange gaz carbonique et méthane. Et on purifie le méthane pour pouvoir l'injecter dans le réseau. Donc dans le principe, c'est celui-là. Ok. Et alors, quel avantage ça a, ce process de méthanisation ? Alors l'avantage, ces déchets fermentescibles peuvent être soit utilisés directement par compostage, donc alors en présence d'air pour un retour au sol direct. Là, l'idée, c'est de passer par en absence d'oxygène, de pouvoir retirer cette énergie de ces déchets et on récupère un digestat qui a une valeur agronomique. Donc finalement, avec des déchets fermentescibles, on a une valorisation énergétique et une valorisation agronomique. C'est ça l'idée. Très bien. Bon, pour bien comprendre, donc, ce que vous appelez donc, le digestat, c'est ce que l'agriculteur va pouvoir récupérer pour remettre sur ses sols, parce qu'il y a une valorisation, il y a une valeur, j'allais dire, agronomique de ces digestats, carbone, azote, qui a un intérêt pour l'agriculture. Donc on a deux débouchés de valorisation, à la fois en énergie et à la fois... Voilà. L'idée, c'est de récupérer une énergie. Alors, tous les déchets fermentescibles n'ont pas le même potentiel méthanogène. Donc, c'est des choses qui doivent s'étudier. Justement, au stade métasynergie, aujourd'hui, quand les gens ont des projets, on les étudie dans ce sens-là pour voir la potentialité de ce que ça peut apporter. Parce qu'il faut que c'est une activité économique, ça représente des investissements. Et il faut qu'effectivement, en fonction du gisement, de la nature et la quantité des matières qui rentrent dans le digesteur, pouvoir en tirer une valeur économique pour l'agriculteur. Ouais. Juste pour compléter un petit peu ce que dit Bernard, il y a trois grands avantages à la méthanisation. Le biométhane qui est produit, il est injecté dans le réseau et donc c'est un complément de revenu pour l'agriculteur. Un complément de revenu non négligeable, on parlera chiffres tout à l'heure. Le deuxième avantage, donc Bernard en a très bien parlé, c'est l'amélioration de la valeur agronomique des sols puisqu'on vient mettre du digestat sur les sols. Et le dernier avantage, c'est le nettoyage des sols
puisque la méthanisation, on va récolter les cultures, la méthanisation, on va les hygiéniser, et donc on aura moins d'adventices sur les sols, et moins de mauvaises herbes. Ok. Bon, c'est la méthode miracle, Bernard C'est une méthode miracle, non, parce que les miracles, moi, j'en connais pas. Où moi, j'en connais quelques-uns. où on demande des délais. C'est une technique qui doit être mesurée en fonction du besoin de l'agriculteur, Oui. de ses possibilités pour développer ce type d'unité. J'allais dire, c'est toujours une approche au cas par cas. Oui, parce que ça a quand même un coût. C'est un sacré investissement et c'est pour ça que vous êtes tous là, les institutionnels, pour pouvoir aider en fait les initiatives qui vont émerger comme ça sur le territoire. Vous pouvez nous donner une idée un peu du coût d'investissement Alors, pour une unité de méthanisation les plus petites unités vont commencer à 1,5 million, 2 millions. Une unité moyenne, elle fait 3 à 4 millions d'euros d'investissement. Donc, sur la région, dans le monde agricole, on va plutôt partir sur des groupements d'agriculteurs qui vont lancer ces projets-là. Et le 3 à 4 millions, attention, c'est pas à mobiliser par l'agriculteur. L'agriculteur va plutôt mobiliser environ 10% des fonds propres. Donc pour un projet à 3 millions, l'agriculteur mobilise 300 000 euros de fonds propres. Ensuite, on a les aides publiques de l'ADEME et de la région. Alors je vais donner un ordre de grandeur, on est environ à 20% sur le projet, donc 10% de fonds propres, 20% d'aides publiques, et le reste, c'est une levée de fonds chez les partenaires bancaires. Oui, parce qu'on peut espérer un retour sur investissement. En fait, dans le monde agricole, les retours sur investissement sur la méthanisation sont de l'ordre de 5 ans pour les plus belles installations, jusqu'à 8 ans pour les autres, avec un complément de revenu qui est fixé par l'État sur 15 ans. Et ce complément de revenu, il est de, vous me disiez, pour un projet à 3 à 4 millions d'euros, on l'estime à entre 35 et 40 000 euros de complément de revenu. Donc c'est non négligeable. Effectivement. Alors, au niveau de la Chambre d'agriculture, vous avez aujourd'hui une mission qui est celle d'aller expliquer tout ça aux agriculteurs, aux exploitants. Comment vous travaillez sur le terrain, Gérard Gazeau ? Moi, je voulais simplement rappeler qu'on a 2 unités en fonctionnement. Donc un PACA à l'heure actuelle qui est sur le volet agricole. Oui. Donc une qui est sur Gap, qui fonctionne à partir d'effluents d'élevage, et une seconde ici dans le Vaucluse, à l'Île-sur-la-Sorgue, donc qui fonctionne à partir d'écarts de tri de fruits et légumes, en fait. Très essentiellement, et également sur des déchets des industriels agroalimentaires. Donc voilà. Donc ces unités ont brosser un peu un tableau de l'existant à l'heure actuelle sur le volet agricole. Donc elles ont été créées avant cette association, avant Tout ce à fait. groupement, par des initiatives privées comme ça. Voilà, par des initiatives privées qui montrent que les projets peuvent aboutir, quoi. Donc on a déjà ces deux projets un peu modèles qui sont à l'heure actuelle, qui peuvent faire office de visite pour le public, pour les agriculteurs. Pour comprendre comment ça fonctionne. Donc et, ensuite, en termes de développement, nous, ce qu'on a prévu au niveau des chambres d'agriculture, on va travailler à l'échelon régional, donc par l'intermédiaire des chambres départementales. Oui. Et on va essayer de cibler des territoires porteurs de projets, donc avec du gisement, donc des effluents d'élevage dans le nord de PACA, toujours des déchets d'écarts de tri de fruits et légumes. Également, on va travailler sur tout ce qui est paille de riz en Camargue, par exemple. Ah, Il y a oui, un gisement avec la important qui n'est pas valorisé. Et puis, on envisage aussi d'avoir des cultures intermédiaires à vocation énergétique qui rentreraient dans les assolements sur les exploitations et qui pourraient servir de biomasse, qui pourraient alimenter le digesteur. Ok, Voilà. parce que je crois que vous avez des objectifs, alors vous tous assez ambitieux. On parle de 330 unités à horizon 2030 et 730 à horizon 2050. Tout à fait, c'est le SRADET qui a fixé ses objectifs. Donc Le SRADET, vous pouvez nous rappeler ce que c'est en termes de c'est le schéma régional de stratégie énergétique de la région, pour faire simple. Donc sur toutes les énergies de la région s'est fixé des objectifs de développement. Et donc depuis 1 an, la région s'est fixé un objectif, c'est le 100% renouvelable à 2050. Et comment on l'atteint ?
On l'atteint tout simplement en développant des unités de production de gaz vert pour le gaz, et puis pour les autres énergies, notamment électriques. Donc c'est des projets photovoltaïques, éoliens, solaires, etc., etc. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça reste un objectif. Et un objectif, bon, il faut ambitieux, il faut bien le reconnaître. Alors quand on parle de méthanisation dans le cadre de cet objectif, ça n'est pas que la méthanisation agricole. Bon, on est sur le stand MedAgri, Oui. on est ici pour parler d'agriculture. On est ici pour parler pas seulement. d'agriculteur, mais on inclut aussi des unités de méthanisation sur les stations d'épuration. Oui. On inclut aussi des unités de méthanisation sur des industries agroalimentaires. Et on inclut aussi des unités de méthanisation qu'on va appeler territoriales, qui vont être amenées à traiter des biodéchets, donc ce qui reste des résidus alimentaires qui sont fermentescibles aussi, parce que la loi de transition énergétique va imposer la collecte sélective des biodéchets, donc des restes alimentaires. Et ces restes alimentaires, il faut bien leur trouver des filières, donc la méthanisation restera une de ces voies. Donc aujourd'hui, nous parlons agriculture, mais ça n'est qu'une partie des projets qui sont envisagés. Et le monde agricole représente quel potentiel de méthanisation par rapport aux objectifs? Quelle est notre responsabilité en la matière? Les dernières études qui ont été menées montrent qu'effectivement le monde agricole représente un potentiel qui est intéressant. Et justement, dans le cadre de Métasynergie, nous allons explorer, ce n'est pas avec des chiffres bruts qu'on va pouvoir déterminer un nombre d'installations, c'est pouvoir aller chercher ce qui est exploitable ou pas. Et on parlait d'une idée de mutualiser les agriculteurs sur des projets, donc ça va faire partie de ce travail-là. Et la potentialité existe aujourd'hui. L'étude qui a été faite, effectivement, ce n'est pas forcément des chiffres précis, mais pour avoir un ordre de grandeur en tête, c'est 50% de ce qui est méthanisable est aujourd'hui possédé par le monde agricole en région PACA, ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, Gérard, on a du boulot. Il y a du boulot et on va s'y mettre dès la fin de l'année. Les agriculteurs, déjà, avec quel argument? il faudra essayer déjà de les sensibiliser parce que c'est encore des technologies qui ne sont pas forcément très connues dans le monde agricole. Voilà, donc on s'appuiera sur les projets existants et puis sur l'expertise aussi du groupement en termes d'appui. Et ensuite, l'idée, ce sera de les rencontrer individuellement, de les cibler, les agriculteurs potentiellement intéressants par rapport à cette filière-là, et de les rencontrer, de les sensibiliser, de voir si on peut effectivement mutualiser à l'échelle d'un territoire, au niveau de plusieurs exploitations, ou s'inscrire dans une dynamique de territoire. Oui. Donc, avec des projets qui pourraient être portés par des collectivités, par exemple, où l'agriculteur serait à ce moment-là plus apporteur de déchets sur des installations. Mais au jour d'aujourd'hui, la démarche, c'est quand même de sensibiliser pour développer du projet agricole. Des porteurs de projets en agriculture. Avec quel argument on sensibilise les agriculteurs? Qu'est-ce qui aujourd'hui doit être entendu? Ce qui doit être on a parlé entendu, du revenu complémentaire. Il y a le revenu complémentaire, il y a la plus-value liée à la valorisation du digesta, Oui. qui peut être une matière organique et un engrais également, selon la forme sous laquelle il se présente, donc qui peut présenter un avantage par rapport aux sols agricoles, donc et à la gestion de la fertilité des sols. Voilà, et donc ça peut également permettre de réduire les dépenses en engrais minéraux sur les exploitations, donc il y a cette valeur ajoutée là. Ensuite, il y a toute la question liée aux cultures intermédiaires, dans les rotations, qui sont une façon d'améliorer la fertilité des sols également. Donc il y a quand même des intérêts multiples et qu'il faudra essayer d'expliquer et de présenter aux agris, quoi. Voilà. Il y a aussi un avantage dont on n'a pas parlé ici parce qu'on s'adresse plutôt aux agriculteurs. C'est aujourd'hui, on est dans un monde où il faut qu'on fasse du renouvelable. Le gaz produit localement, il est renouvelable et il va se substituer au gaz fossile qui est importé de Russie, d'Algérie, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la France s'est fixé un objectif de 10% de gaz vert dans le réseau de gaz à 2030. Et une étude qui a été menée par l'ADEME en partenariat avec GRDF et GRT Gaz a montré qu'en France, 100% du gaz pourrait être produit localement et renouvelable en France d'ici à l'horizon 2050. Donc ce sont des objectifs qu'on peut espérer atteindre, réalisables. Aujourd'hui, clairement, le 10% de gaz renouvelable à 2030, il sera dépassé. On pense pouvoir atteindre le 20%.
Et la suite, je ne la connais pas, mais en tout cas, elle est prometteuse. Ça s'est bien engagé. Alors, c'est pas rien. Moi, j'ai vu quelques unités. C'est vrai que vu de loin, c'est un dôme. On parle de gaz, ça peut faire un peu peur. Si on me dit, bah tiens, dans le champ en face, on va mettre une unité de méthanisation, dois-je avoir peur? Non, les techniques aujourd'hui sont assez bien rodées. Ça n'est pas quelque chose de dangereux. Puis, bon, je veux dire, avec le retour d'expérience, on voit bien ce qui se passe dans notre pays. Donc, on n'a jamais eu de phénomène d'explosion ou de ce type de problématique. Donc, ce sont des techniques qui sont en permanence, je veux dire, qui évoluent en permanence, mais aujourd'hui, il n'y a pas de risque majeur d'un incident ou d'un accident. Il faut bien les piloter, évidemment. Et puis, je crois qu'il y a aussi un travail de concertation avec la population pour expliquer que ça n'est pas quelque chose qui représente un danger. Alors, c'est vrai que ça reste mystérieux quand on voit les dômes. C'est important de le rappeler parce que c'est vrai que tout ce qui est nouveau peut inquiéter. C'est ça. Et on peut effectivement avoir des points de blocage à ce niveau-là où la population, ne comprenant pas ce qu'on est en train de faire, puisse se dire qu'est-ce qui se passe sous ces dômes, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux. Donc il y a effectivement un travail de concertation à réaliser, qui se fait aussi dans le cadre de Métasynergie et qui se fait aussi au sein de l'ADEME, puisqu'on sort effectivement des documents explicatifs sur ce qu'est la méthanisation, parce que quand on comprend, j'allais dire, la problématique, elle disparaît. Oui, tout à fait. Bon, donc convaincre le monde agricole, ça c'est la mission de Gérard. La vôtre, Vincent? Accompagner les agriculteurs qui aujourd'hui ont envie de se lancer et se posent toutes ces questions. On est là pour les accompagner et notamment le premier accompagnement, c'est se projeter sur leur exploitation, leur faire un business plan de voir ce qui peut sortir et voir s'ils peuvent se lancer dans une étude de faisabilité. On peut être un exploitant agricole, ou vous parliez de groupement, vaut mieux être... comment vous envisagez le déploiement? À l'heure actuelle, on vise plutôt une mutualisation et un travail un peu collectif à l'échelle de plusieurs exploitations. Pas toutes filières confondues, j'imagine. Vous allez rassembler, je ne sais pas, 10 vignerons, 10 arboriculteurs. Ça ne sera pas trop en viti. Sur la viti, on va peut-être essayer de travailler un petit peu à l'échelle des coopératives vinicoles par rapport aux effluents qui sont générés. Mais ce sera plutôt en grande culture, arbo-maraîchage, quoi. Voilà les filières principales qui seront ciblées. Et ce sera plutôt géographique, la mutualisation, que par filière. Ok. Donc, avis aux agriculteurs qui ont envie de se lancer, comment ils font? Ils contactent qui alors parmi cette multitude de partenaires? C'est Vincent le référent? Alors, ils viennent déjà sur le stand 102 dans ce hall A. Sur lequel on peut répondre déjà à toutes leurs questions. Et ensuite, la plaquette. Et effectivement, ils me contactent pour prendre rendez-vous. Et on ira les voir avec la Chambre d'agriculture pour essayer de voir ce que ça donne sur leur ferme. Très bien. Nous, on vous donne rendez-vous déjà dans 2 ans, à la seconde édition de Medagri, pour savoir où on en est de cette méthanisation. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir lancé cette journée sur Medagri TV. À tout à l'heure.